Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de l'histoire, un moment absolument fondateur, la Révolution française. On parle de 10 ans, 10 petites années à l'échelle de l'histoire, c'est rien du tout. Mais ce sont 10 années qui ont non seulement fait tomber une monarchie millénaire en France, mais qui ont aussi changé les règles du jeu pour le monde entier, en redéfinissant des mots comme nation, citoyen et liberté. La vraie question qui va nous guider, elle est à la fois simple et complètement folle. Comment est-ce qu'un royaume qui semblait éternel, immuable, a pu s'effondrer de façon aussi rapide et aussi spectaculaire, en une décennie à peine? C'est un peu ça, l'énigme qu'on va essayer de résoudre. Ok, pour comprendre l'explosion, il faut d'abord regarder la situation juste avant. La poudrière. Alors, bienvenue dans la France des années 1780. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Un système politique, social, qui n'avait quasiment pas bougé depuis des siècles, mais qui franchement craquait de partout. Cette société, elle était, disons, simple, et brutalement simple. Divisée en trois ordres. D'un côté, le clergé et la noblesse. À eux deux, ils représentent à peine 3% de la population. Eux, ils ont tous les privilèges et surtout, ils payent quasiment pas d'impôts. Et de l'autre côté, eh bien, il y a tous les autres, les 97% restants, le fameux tiers-état. Et c'est sur eux, bien sûr, que tout le poids financier du royaume retombe. C'est une structure complètement bloquée et profondément injuste. Et comme si ça ne suffisait pas, ajoutez à ça une série de crises. Une vraie tempête parfaite. D'abord, les gens ont faim. Les récoltes sont catastrophiques. Ensuite, les caisses de l'État sont vides, complètement vides. L'une des raisons, c'est que la France a aidé les Américains dans leur guerre d'indépendance et ça a coûté une fortune. Bref, une société bloquée, une crise économique, le cocktail est explosif. Et puis, boum, 1789. C'est l'année où tout bascule. C'est une rupture tellement radicale qu'on pourrait vraiment parler d'année zéro pour la France moderne. Tout le mécontentement qui montait depuis des années éclate au grand jour. Et là, tout s'accélère à une vitesse folle. C'est vraiment vertigineux. En mai, on essaie de discuter avec les États généraux. Ça ne marche pas. En juin, le tiers-État en a marre et hop, c'est le serment du jeu de paume. Un acte de défi politique incroyable. Juillet, le peuple de Paris s'en mêle. Prise de la Bastille. Et en août, le coup de tonnerre final. L'abolition des privilèges. En une seule nuit. Un système vieux de 1000 ans balayé. En à peine 4 mois. C'est un autre monde. Au milieu de tout ça, il y a une phrase qui peut paraître un peu technique, mais qui est absolument capitale. L'Assemblée se proclame Assemblée nationale constituante. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que le pouvoir ne vient plus d'en haut, de Dieu via le roi, non. Maintenant, il vient d'en bas, du peuple, de la nation. C'est un renversement total. La souveraineté vient de changer de main, tout simplement. Et il y a une scène qui illustre ça parfaitement. Le roi envoie un de ses représentants pour dire à l'Assemblée « Bon, c'est fini, tout le monde rentre chez soi ». Et là, le président de l'Assemblée, Jean-Sylvain Bailly, a cette réponse absolument géniale. La nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. C'est clair, net et précis, l'autorité royale vient de se prendre un mur. Évidemment, deux souverainetés dans un même pays, celle du roi et celle de la nation, ça ne peut pas durer. Ça va forcément clasher, et c'est ce qui nous amène à la suite logique, la chute de la monarchie et la fin du roi. Le point de rupture, le vrai, c'est quand le roi essaye de s'enfuir en juin 1791. Il se fait rattraper à Varennes, et là pour le peuple, c'est la trahison ultime. La confiance est morte. À partir de là, tout s'enchaîne. Le peuple attaque le palais des Tuileries, la monarchie est abolie, et ça se termine par le procès du roi, puis son exécution en janvier 93. Là c'est clair, on ne reviendra pas en arrière. C'est vraiment le passage d'un monde à l'autre. Avant 1789, on avait la monarchie absolue. Le roi était, en théorie, au-dessus des lois. Et après, le 21 septembre 1792, on proclame la République. Un changement radical qui arrive juste au lendemain d'une victoire militaire très importante à Valmy. Mais attention, cette toute nouvelle République, elle est hyper fragile. Elle est attaquée de partout. À l'extérieur, toutes les monarchies d'Europe veulent sa peau, et à l'intérieur, il y a des révoltes. Pour survivre, elle va devoir prendre des mesures extrêmes. On entre alors dans la période la plus sombre et la plus violente de la Révolution, la terreur. La terreur, c'est quoi au juste? En fait, c'est le moment où le gouvernement révolutionnaire, mené par le fameux comité de salut public, décide de mettre les libertés entre parenthèses pour, selon eux, sauver la patrie. On met en place un tribunal révolutionnaire qui juge à toute vitesse tous ceux qu'on appelle les ennemis de la révolution, qu'ils soient réels ou juste supposés. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur, rien qu'à Paris, pendant la phase la plus intense, ce qu'on a appelé la Grande Terreur, on a plus de 1400 exécutions en quelques semaines à peine. C'est énorme. C'est la fameuse image de la Révolution qui dévore ses propres enfants, parce que même ses plus grands leaders, comme Danton ou Robespierre, finiront par y passer. Mais il faut bien comprendre le contexte. Cette violence, elle naît d'un sentiment de panique, de désespoir. Il y a cette citation de Danton qui résume tout.
Alors que les armées ennemies sont aux portes de Paris, il crie à la tribune « De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la patrie est sauvée ». Ça montre bien cet état d'esprit, une sorte de fuite en avant, une détermination totale, peu importe le coût humain. Bon, la violence finit par s'arrêter, la terreur se termine, et la question c'est qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Et c'est là qu'on voit l'héritage, qui lui est immense. Les idées, elles, ont survécu à la violence. Le trésor de la Révolution, son texte le plus célèbre, c'est bien sûr la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et quand on y pense, les principes qu'elle pose sont encore la base de nos sociétés aujourd'hui. L'égalité de tous face à la loi, les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, et cette idée que le pouvoir suprême appartient à la nation. Ce n'est pas juste français, c'est devenu universel. Et cet héritage, il n'est pas resté sagement en France, pas du tout. Avec les guerres de la Révolution, les armées françaises ont, en quelque sorte, exporté ces idées partout en Europe. Et ça a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière des vieilles monarchies et des privilèges sur tout le continent. Alors sur le papier, on dit que la Révolution s'arrête en 1799 avec le coup d'État d'un certain Napoléon Bonaparte. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'une révolution comme ça se termine vraiment un jour? Ou est-ce que les débats qu'elle a ouverts sur la liberté, sur l'égalité, sur qui doit avoir le pouvoir, ne sont pas encore finalement au cœur de nos propres vies aujourd'hui? C'est une question qui reste ouverte.